Le sujet de la causerie de ce soir, c'est bien entendu la grève que les syndicats parlent de déclencher à la compagnie d'aluminium. Il faut absolument arrêter ça. La grève est une mauvaise chose. Tout le monde le sait et toute la région va en souffrir. Et ce sont les familles qui en souffriront le plus. Les familles des ouvriers. Je me demande pourquoi ce sont toujours les pauvres qui font toujours les sacrifices pour sauver la société. On dit que c'est pour se sauver eux-mêmes, c'est à voir. Est-ce que la grève de 1958 a apporté des richesses dans la région aux familles d'ouvriers? Quel désastre, n'est-ce pas? Combien de temps après la grève les familles et les marchands prennent pour reprendre le dessus dans leurs finances? Et pourquoi fait-on la grève? Pour quelles raisons? Il faut qu'elles soient bien bonnes, les raisons de faire la grève, pour que les pauvres consentent à de si grands sacrifices, n'est-ce pas? Si c'était encore les chefs de syndicats qui sacrifiaient leur salaire pendant la grève, ça pourrait passer. Actuellement, ce sont les sous-contrats que les syndicats veulent repousser. Ils disent, il faut un syndicat fort et les sous-contrats divisent les forces. C'est à voir s'il faut un syndicat fort. Un syndicat fort, ça veut dire la dictature, et la dictature autant sur le dos des ouvriers que sur le dos des patrons. Les ouvriers n'ont plus le droit de rien faire, ils sont menés par le bout du nez par les patrons. Il vaudrait mieux avoir plusieurs syndicats, et alors tout le monde respecterait les ouvriers, n'est-ce pas? Pour des arguments, je vais tout de suite passer la parole à M. Louis Évin. M. Évin. La question des conflits entre les compagnies et les syndicats, ça revient toujours. Les contrats sont faits seulement pour 3 ans, pour 2 ans, parfois pour 1 an, et c'est à recommencer. Et pourtant, quand on regarde au fond de ça, pourquoi ce conflit? Pourquoi ces conflits répétés? C'est toujours au fond pour une même question. Qu'il s'agisse de salaire, qu'il s'agisse de sous-contrat, qu'il s'agisse de sécurité de l'emploi, qu'il s'agisse d'embauchage intégral, etc., c'est toujours pour une question d'argent. Or, l'argent, notre système d'argent aujourd'hui n'est pas du tout en conformité avec les réalités. C'est donc pour des mensonges qu'on est en conflit. Pour une économie de mensonges, on se met autour d'une table pour discuter, une table rationnée, alors que l'abondance naît partout. Alors que les cerveaux des hommes, la science appliquée, continuent à faire des progrès et multiplient la production même avec moins de travail. Les gouvernements, depuis la guerre, sont tous et proclament tous être pour la politique de l'embauchage intégral, pour la politique du plein emploi. Ne voyez-vous pas, messieurs, que c'est absolument en contradiction avec ce qui se passe? Quand on s'applique par des inventions, par des développements technologiques, à supprimer l'embauchage, supprimer l'emploi, et qu'on veut par derrière avoir la politique du plein emploi, on est exactement en contradiction avec le progrès. Et pourtant, c'est cela que réclament tous les gouvernements aujourd'hui. L'entreprise privée est 100 fois plus fine, 100 fois plus sage que les gouvernements. Elle s'efforce de produire le plus avec le moins possible de déperdition d'énergie et de temps. Voilà qui est sage, voilà qui est logique. Produire davantage en dépensant moins de temps, moins d'énergie, c'est cela qui est la vraie économique. La politique du plein emploi va dans le sens contraire. Ça prend des ânes pour la prêcher. Et vous, les chefs des syndicats, vous êtes avec les ânes du gouvernement pour ça. Ça ne veut pas dire que nous donnons raison aux compagnies sur toute la ligne. Elles sont comme les syndicats dans le système. Leur économie est basée sur la poursuite de l'argent. Sur l'argent et non pas sur les besoins des hommes. En ça, elles ont tort certainement. Il y a tout un redressement à faire là-dedans. Pour pouvoir continuer à poursuivre la politique du plein emploi, il faut nécessairement créer de nouveaux besoins matériels. Si on veut tenir le monde occupé, à moins qu'on travaille pour la destruction, comme pendant la guerre, on produit des choses
détruit gratuitement après et puis on recommence. Mais à moins de cela, il faut créer de nouveaux besoins pour que les consommateurs puissent tenir l'économie en marche pour le plein emploi. Alors la création de nouveaux besoins matériels, c'est du matérialisme. Comment se fait-il donc que les aumôniers des syndicats n'ont pas encore été assez intelligents pour le voir, ou bien pas assez sages pour le dire aux chefs des syndicats? La politique du plein emploi est absolument mauvaise. Elle est pernicieuse de toutes les façons. Et pourtant, c'est cela que l'on cherche. L'homme a d'autres fonctions à remplir que la seule fonction économique. Et il lui faut du temps pour courir après d'autres objectifs. Il a des fonctions culturelles, des fonctions spirituelles, des fonctions d'épanouissement de sa personne. Ce n'est pas quand il est accroché à une machine, et puis accroché à la production, et puis accroché à la poursuite de l'argent, qu'il va s'occuper de ces choses-là. Il faut qu'il poursuive d'autres fonctions, qu'il soit de plus en plus débarrassé de la fonction économique, et le progrès vient exactement pour ça. Pourquoi boude-t-on l'application du progrès? Ah, c'est parce qu'on veut attacher toujours le revenu à l'emploi. C'est là qu'est le mal. Le revenu devrait être d'après la production du pays et d'après les besoins des gens du pays. Il devrait être attaché à la personne d'après la production qu'il y a devant elle pour satisfaire ses besoins. Il y a longtemps que le crédit social prêche cela, mais on a boudé le crédit social. Messieurs les chefs du syndicat, au lieu de rester dans votre cachot, sortez donc à la lumière du grand jour. Au lieu de vous débattre toujours dans le même système de servitude, l'embauchage intégral, c'est la servitude intégrale, pourquoi ne mettez-vous pas la force syndicale à réclamer ce à quoi vous avez le droit, le statut du capitaliste? De par votre naissance, chacun de vous, et moi aussi, et chaque individu dans le pays, nous avons le droit à un statut de capitaliste. Nous sommes propriétaires d'un capital qui produit immensément plus que le labeur des ouvriers, immensément plus que les petits bouts de papier ou les comptes de banque des capitalistes. C'est facile à comprendre. Vous rappelez-vous, messieurs les ouvriers, les plus anciens au moins, il y a 30, 40, 50 ans, vous travailliez 60 heures par semaine. Aujourd'hui, la semaine est réduite à 40 heures. Et il n'y a plus de production qui sort. Avec un tiers de moins de temps, il sort plus de production de l'usine. Est-ce que cela dépend de votre travail? Mais non, puisque votre travail est diminué. Est-ce que cela dépend des bouts de papier des capitalistes? Aucunement. Qu'est-ce qui fait que la production augmente même avec moins de travail? Mais ce sont les inventions accumulées au cours des générations et encore pendant notre génération. C'est le progrès, c'est le cerveau de l'homme, ce sont les découvertes, et tout ça, ça s'est accumulé au cours des générations. C'est un immense héritage des générations passées qui est passé à cette génération-ci. Je suis héritier des générations passées. Vous êtes tous héritiers des générations passées. Nous sommes tous co-héritiers des générations passées. Et c'est le progrès, c'est ce progrès, cet héritage-là qui est le plus gros facteur de production aujourd'hui. Nous sommes tous des capitalistes à bien plus de droits que ceux qui apportent de l'argent qui souvent a été obtenu par des détournements, par des vols ou bien par l'exploitation. Pourquoi ne faites-vous pas servir votre force syndicale à ça? Et que vous voulez encore rester attaché à la formule désuète de l'embauchage pour avoir du revenu? Il y a en Angleterre une union ouvrière, la troisième plus grosse du pays. Le 1er juin dernier, il était réuni en convention. Et le